Et bonjour à tous, suite à la présentation la semaine dernière des Gardiens de la Galaxie Héritage, comme je vous ai dit, j'ai poursuivi avec le volume 2, donc ça c'est le volume de la semaine dernière. Et du coup, je n'ai pas pu résister, il fallait que je connaisse la suite. Alors dans ce volume, qui est beaucoup plus épais, on va découvrir la série de 2009 des Gardiens de la Galaxie, les épisodes 7 à 12, qui se concentrent sur l'événement, le siège de la prison. Et ensuite War of Kings, qui est une sorte d'événement Marvel sur les épisodes 13 à 19. Alors dans ce premier épisode, vu qu'à la fin de l'autre numéro, on a vu les gardiens se séparer à cause de la trahison de Mantis et de Peter Quill. Alors on va découvrir un peu ce que sont devenus chacun les gardiens de leur côté. Alors là, on raconte l'histoire des gardiens de la galaxie originelle. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, je les présente dans leur propre intégrale. Et justement, c'est Starhawk qui raconte l'histoire à Cosmo le chien. Et puis du coup maintenant les gardiens ont été reformés par Rocket Raccoon, où il y a le Major Vance Astro, il y a Mantis, il y a Groot qui a grandi, qui a de nouveau assez de masse pour être adulte. Il y a un nouveau personnage qu'on va découvrir, enfin on l'a déjà découvert dans les séries, mais moi je l'ai découvert avec ce numéro. Et du coup, les gardiens sont en train de faire une mission quelconque de leur côté. On peut donc qu'on découvrira ce qui va arriver aux autres dans les pages suivantes. Par exemple, Warlock et Gamora sont sur la piste de l'église universelle pour définir ce qui se cache derrière. Donc Drax et puis Phila Marvel, donc Khazar, sont toujours à la recherche de la seconde fille de Drax. Et du coup, durant leur quête, ils vont découvrir que Heather, donc Dragon Lune, n'est pas tout à fait morte et serait peut-être vivante, et on pourrait possiblement la ramener. Quant à Peter Quill, Star-Lord, il tombe dans la zone négative, où il va devoir affronter une vieille connaissance, Balastar, qui est devenu le roi de la zone négative, après la disparition de... j'allais dire Immortus, mais c'est pas Immortus. J'ai plus le nom. Donc, qui était dirigé par avant Annihilus, et puis qui est mort dans l'événement Annihilation. Donc du coup là, on revient sur les événements qui ont mené Star-Lord à atterrir dans la zone négative. Il était sur la planète Kree pour informer qu'il y avait l'église universelle qui était en train de prendre possession un peu de l'univers. Et du coup, Ronan l'accusateur, les Kree, il faut savoir qu'ils sont assez fiers de leur race, refuse catégoriquement l'aide de Peter, et du coup il va décider qu'en fait Peter il doit être jugé parce que Ronan l'accusateur c'est un bourreau de l'Empire Kree, et du coup comme punition il va l'envoyer tout simplement dans la zone négative, et c'est là que reprend l'épisode. De leur côté, les gardiens de la galaxie menés par Rocket sont toujours dans leur mission. Et du coup, ils vont découvrir qu'il faudra qu'ils recrutent les autres personnages par la suite. Et du coup, on trouve Peter qui doit accepter de travailler pour Balastar, étant donné que maintenant il est bloqué dans cette dimension. D'ailleurs, on le voit pas, mais on le verra après. Dans la zone négative, il y a la prison 42 qu'on découvre dans Civil War, où tous les criminels de la Terre sont envoyés, enfin les surhumains. Et du coup, eux, ils sont en train de mener un assaut contre cette prison pour prendre possession des lieux. De son côté, Adam va finir par arriver sur la planète de l'église universelle avec Gamora. Voilà, puis là on voit la prison 42 justement. Dans le second numéro, enfin c'est pas le second numéro de cette histoire, mais c'est le numéro 9. Du coup, on voit du côté du point de vue des prisonniers qui sont dans cette prison
qui ont pendant plusieurs jours, bon, ça saute un peu dans le temps, ont subi de multiples assauts des armées de Balastar qui tentent toujours d'atterrir, de prendre possession de la prison. Du coup, il envoie Peter pour aller négocier avec les prisonniers une reddition afin de faciliter un peu la vie. Ce que les prisonniers vont plutôt mal prendre, mais bon, apparemment c'est pas les plus malins, donc Peter il s'en sort encore pas trop mal. Du coup il y a une petite bagarre qui éclate, mais bon, Peter comme toujours va s'en sortir. Et du coup après, quand Peter va mener une alliance avec Jack, le prisonnier qui est en siège roulante, l'autre prisonnier va, par peur, va accepter la reddition et ouvrir les portes aux armées de Balastar. De leur côté, Drax et Phyla ont été voir le père adoptif de Dragon Lune pour lui raconter l'histoire. Et du coup, il décide de les tuer, je sais pas pourquoi, mais parce qu'on le découvrira après, pour envoyer Drax et puis Phyla dans un autre monde où se trouve normalement Dragon Lune. De son côté, Vance Astro continue d'interroger Starhawk pour essayer de se rappeler qui il est, pourquoi il vient du futur. Et c'est à ce moment-là que Mantis va capter un message d'un télépathe dans la prison 42 que Peter demande, on va dire gentiment, de contacter les gardiens pour qu'ils viennent le secourir de la zone négative. Et une fois les coordonnées reçues, grâce à l'aide de Cosmo, ils peuvent utiliser le téléporteur pour envoyer les gardiens à côté de Peter. Simplement, ils vont arriver en pleine bataille, car ce qu'ils ne savent pas, c'est que Peter, il s'est fait dépouiller de ses vêtements par Balastar. Du coup, ils arrivent à côté de ses affaires et donc de son casque, et non à côté de Peter. Mais bon, quand Mantis va prendre contact mentalement avec Peter Quill, du coup, ils vont pouvoir se téléporter cette fois-ci à côté de Star-Lord pour venir justement le secourir et pouvoir l'évacuer de la zone négative. Jusqu'ici, je dois dire que cette série est plutôt bien, elle est assez bien rythmée, les dessins sont plutôt beaux visuellement. C'est une série vraiment sur laquelle on croche bien. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais moi j'aime bien ces personnages qui se déroulent pas sur la Terre, mais justement dans l'univers. Ça fait vraiment un univers vraiment fictif où tout est possible et il y a moins de facilité scénaristique, si on peut dire. Donc du coup, finalement, Adam et Gamora finissent par arriver face à la reine de l'Église universelle. Mais elle a toujours des doutes sur l'identité d'Adam Warlock, car elle a toujours son cocon de son côté. Du coup, ils essaient toujours de l'ouvrir depuis des mois pour pouvoir découvrir ce qu'ils pensent être le vrai Warlock dedans. De son côté, Balastar a enfin pris possession de la prison. Il va demander donc au traître de lui ouvrir le portail qui mène vers la Terre. Les gardiens de la galaxie ont été voir Reed Richards pour lui parler de ce portail et de lui expliquer qu'il ne faut surtout pas l'ouvrir, sans quoi l'armée de Balastar pourra envahir la Terre. Du coup, le Jack, qui était en siège roulant grâce à la technologie qu'on trouve dans l'espace, a pu être guéri assez facilement, vu qu'ils ont des technologies évoluées par rapport à la Terre. Et puis du coup, Peter décide de retourner dans l'équipe des gardiens de la galaxie. De leur côté, Phyla et Drax sont arrivés dans... C'est pas le monde des morts, mais c'est un monde entre les mondes, où justement ils vont faire face à leurs peurs et leurs craintes, pour essayer justement de retrouver Dragon Lune, et peut-être la ramener avec eux dans le monde réel.
Du coup, ils se demandent comment ils ont atterri là, s'ils ont été tués volontairement ou involontairement. Ils vont tomber aussi sur une vieille connaissance à eux qui s'appelle Maelstrom, d'ailleurs un personnage que je rencontre dans cette série. Je ne l'ai jamais vu avant. Et du coup, ils vont se servir de Maelstrom justement pour essayer de localiser Dragon Lune, enfin l'avatar de Dragon Lune, car elle a un avatar qui est vraiment un dragon. Donc Maelstrom va vouloir sacrifier Drax et Phyla et les offrir au dragon, car en plus, comme si ça suffisait pas, il a piqué les bandes quantiques de Ka-Zar de Phyla Marvel, de Phyla-Vell je veux dire. Du coup, il réveille le dragon parce qu'il pense en sacrifiant Drax et Phyla que le dragon lui sera relevable et lui permettra de quitter cet univers dans lequel il se trouve. L'univers d'ailleurs où il se trouve, ils appellent ça le néant. Du coup, il y a le Ka-Zar originel qui arrive, Wendell, qui vient combattre Maelstrom parce qu'il a senti, vu que là, ils ont sacrifié Phyla, il a senti Phyla mourir et du coup, comme il a porté les bandes quantiques durant des années, il a son âme qui est un peu liée à elle et du coup il a ressenti la mort de l'ancien porteur. Du coup il y a un combat s'ensuit et le dragon lui quant à lui se réveille peu à peu de son sommeil et du coup Drax va porter main forte à Ka-Zar pour essayer de battre le dragon. Et d'ailleurs, pour récupérer les bandes quantiques, Drax lui a coupé les bras, on voit ici. C'était le seul moyen d'enlever les bandes quantiques, c'était soit de lui couper les bras, soit de le tuer, pour que Wendell puisse les récupérer et redevenir Ka-Zar. Du coup, à l'intérieur du dragon, on voit que Phyla, finalement, elle arrive à s'échapper parce qu'elle a d'autres pouvoirs que simplement être celui de Ka-Zar. Et en plus, elle a réussi à récupérer Heather Douglas, soit Dragon Lune. Du coup, ensuite, maintenant qu'ils ont récupéré Heather et que Ka-Zar est là, ils vont pouvoir quitter ce monde et se réveiller. Et du coup, Mentor, qui était le père adoptif de Ka-Zar, leur avoue qu'il ne les a pas tués pour se débarrasser d'eux, mais pour les envoyer dans le monde où était retenue Heather. Heather qui est par, on va dire, facilité scénaristique, se réveille dans un corps cloné. De son côté, comme s'appelle Maelstrom, qui est toujours dans le néant, réussit à recoller ses bras. Et on apprend en fait qu'il cherchait juste à créer un avatar pour la mort, car la mort existe dans l'univers Marvel. Et du coup, apparemment, ça sera Dragon qui va devenir l'avatar de la mort. On poursuit quelques mois après la série où du coup cette fois les gardiens sont plus ou moins tous réunis. Drax et Dragon Lune ainsi que Phyla-Vell je veux dire sont parce que Phyla-Vell c'est la fille du Captain Marvel, mais Mar c'est son prénom et Vell c'est le nom de famille pour ceux qui l'ignoraient, donc son prénom c'est Phyla-Vell. Donc du coup on rejoint les Gardiens de la Galaxie et on commence l'épisode avec une bagarre dans un bar, ce qui est assez traditionnel pour les gardiens. D'ailleurs maintenant le nom m'est revenu de ce personnage, il s'appelle tout simplement Bug. Bug en anglais ça veut dire bestiole, vous comprenez je pense pourquoi. Et du coup Adam revient avec Gamora auprès des gardiens, car du coup il va solliciter leur aide. Il va voir que Phyla-Vell a changé aussi d'identité, vu qu'elle a plus les bandes de Ka-Zar, elle a pris un autre nom, elle a choisi le nom de Martyr. Et du coup là pour la mission qu'ils ont besoin, du coup ils demandent de l'aide à tous les gardiens et forcément ils décident d'accepter. Parce que il y a l'événement War of King où justement il y a maintenant dans l'histoire les cris sont dirigés par Flèche Noire, le roi des Inhumains,
Et justement, le roi des Inhumains déclenche une guerre entre la zone négative avec Ballastar et une partie de l'univers. Simplement, c'est mauvais pour l'univers. Du coup, ils vont se séparer en deux équipes. D'ailleurs, c'est pas la zone négative, ce que je raconte, c'est les Shi'ar. Les Shi'ar, c'est une race extraterrestre qui ressemble un peu à des têtes d'oiseaux. On la voit beaucoup dans la série X-Men. Du coup, comme la mission est divisée entre deux camps et que les Inhumains sont plutôt pacifistes, ceux qui sont les moins puissants accompagnent Peter pour aller parler à Flèche Noire pour lui demander d'arrêter cette guerre, tandis que les autres vont aller voir le guerrier Shi'ar actuel qui dirige l'Empire. Flèche Noire refuse d'arrêter la guerre. Et de leur côté, les autres gardiens qui ont un peu plus de puissance comme Warlock, Drax, arrivent au vaisseau Shi'ar, mais du coup ils sont attaqués et du coup ils se retrouvent dans l'espace et ils sont sauvés par les Starjammers, une sorte de gardien de galaxie aussi également, si on peut les comparer. D'ailleurs, on les voit aussi dans la série X-Men. Et du coup, eux, ils ont piqué un vaisseau à l'Empire Shi'ar. Et du coup, ils partent avec les gardiens de la galaxie qu'ils ont sauvée. Et on poursuit avec l'épisode suivant. Donc ensuite, le combat se poursuit entre Warlock et Vulcain, qui est à la tête de l'armée Shi'ar maintenant. Pendant ce temps, les Inhumains font face aux gardiens de la galaxie qui sont venus leur demander d'arrêter la guerre, ce à quoi ils refusent. Et Philavel va avoir une idée pour essayer de calmer un peu le jeu si on veut. De son côté, Warlock va utiliser la forme du Magus, donc son côté maléfique, pour combattre Vulcain. Et du coup augmenter un peu ses capacités face au combat. Du coup l'idée de Phila sera, pendant que nous voyons Crystal qui essaie de négocier avec sa sœur Medusa, sera de prendre en otage Crystal, et du coup après ils vont être téléportés par Cosmo pour retourner à Nowhere, donc à nulle part, dans la tête du Céleste. Mais tous les événements vont converger et les Inhumains vont les suivre, ainsi que Warlock qui est en train de se battre avec les Starjammers contre l'autre équipe. Du coup, dans l'épisode suivant, c'est un face-à-face entre les Inhumains, les Gardiens de la Galaxie et l'armée Shi'ar, qui vont tous se combattre justement à Nowhere pour essayer de mettre fin à cette guerre que chacun veut gagner. Et du coup, c'est un peu l'anarchie dans le vaisseau. Il y a Flèche Noire qui va sauver Crystal. Enfin, sauver, elle n'a pas vraiment besoin d'être sauvée, vu qu'elle était avec les Gardiens de la Galaxie, il ne restait pas grand chose. Mais de son côté, Phila et Gamora se battent contre des ennemis. C'est un peu, comme je viens de le dire, un peu l'anarchie sur le vaisseau. Et c'est à ce moment-là que Dragon Lune, qui, je le rappelle, vient de renaître il y a peu, donc elle n'est pas au top de ses capacités, se fait manipuler mentalement par Starhawk, qui va venir la libérer, profitant de toutes ces confusions qu'il y a sur le vaisseau pour pouvoir s'en sortir. Il peut donc que les gardiens se battent contre leurs assaillants. À la fin du combat, ils vont se rendre compte que Starhawk a pu quitter le vaisseau. Et ensuite, nous allons prendre l'épisode suivant qui se passe dans le futur, là où ont été envoyés
une partie des gardiens par Starhawk, avec justement cette forme de Starhawk, où ils vont rencontrer justement les gardiens de la galaxie du futur, l'équipe originelle. Oui, justement, il reste un fragment de l'univers, c'est tout ce qui reste, vu qu'il y a une anomalie temporelle du XXe siècle qui a des impacts directement sur le futur. Du coup, il se retrouve, ça c'est le manoir des Vengeurs. C'est un des rares endroits qui restent dans l'univers, dans le futur. Et du coup, ils sont attaqués par l'armée Ibadoun, qui est encore présente à ce temps-là. Et du coup, les Badoun ont utilisé pour maintenir la réalité en place des célestes pour faire une barrière énergétique dans un endroit de l'univers. Et puis c'est la dernière espèce qui reste, hormis les gardiens de la galaxie. Mais la réalité est sur le point d'être brisée. Du coup, ils vont tenter un coup d'état pour briser cette barrière et puis détruire l'armée Badoun en même temps pour essayer de rebooter l'univers si on veut. Et dans le néant, le soleil va imploser, ce qui va détruire les dernières formes de vie à cette époque-là et effacer cette partie de l'équipe des gardiens de la galaxie. Pendant ce temps, quand on retourne dans le présent, on retrouve l'autre équipe qui reste, menée par Rocket, qui vont essayer avec l'aide de Maximus le Fou, un des Inhumains, d'arrêter la guerre. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est que Maximus le Fou, il a la capacité de comprendre ce que dit Groot, qui est en fait le roi Groot. Donc c'est je ne savais pas, mais Groot c'est un roi. C'est juste que façon de parler, quand les mots nous arrivent, nous tout ce qu'on entend c'est Groot, alors que c'est une langue très complexe. C'est ce que dit Maximus. Et du coup, pour briser cette faille temporelle, pas temporelle mais cosmique, qui relie d'autres univers, Maximus va, à l'aide de Groot, vont créer une machine afin de colmater cette fissure. Pendant ce temps, les gardiens, eux, de leur côté, continuent à s'affronter entre eux et à essayer d'affronter le Magus, qui a pris le mauvais côté, a pris le bon côté, l'assaillant sur le bon côté d'Adam Warlock. Et du coup, c'est là que la trame pour le prochain épisode va poursuivre, avec le Magus qui a pris le dessus. Donc dans le prochain épisode, on arrive, ça se passe dans le futur, donc 3000 ans plus tard. On voit les gardiens de la galaxie du futur, donc cette fois-ci, qui sont en train d'affronter des adversaires. Et c'est là que va se matérialiser l'équipe qui a disparu à l'explosion du soleil. Mais comme ils viennent d'un autre univers et puis d'une anomalie temporelle, ils sont quelque peu changés. Donc on voit Star-Lord qui est vieux, là on le voit pas comme ça, mais Cosmo le chien parle vraiment comme un chien, a des idées de chien. Mantis a été rajeuni. Et du coup ils vont aller, comme ils vont arriver en pleine attaque, ils vont forcément affronter le tripode qui est en train d'attaquer les gardiens du futur. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que là, on trouve d'autres personnages. Par exemple, il y a Killraven, il y a aussi Nikki, mais il y a aussi Wonderman, qui est un personnage connu des West Coast Avengers et de l'univers Avengers. Et du coup, ils apprécient le coup de main des gardiens du passé. Et puis Starhawk, il va comprendre d'où ils viennent, car il est connecté à tous ces mois passés, étant donné que lui, il renaît chaque fois avec les souvenirs de l'univers précédent, chaque fois qu'un univers s'arrête.
Donc du coup, ils vont aller essayer d'aider les gardiens du passé à retourner chez eux en retournant dans le manoir des Vengeurs afin d'utiliser la machine de Fatalis qui est stockée là-bas. Et grâce au pouvoir de chacun, ils vont pouvoir pénétrer dans la chambre forte, mais malheureusement trop tard. Et ainsi de suite, après de nouvelles vagues temporelles vont faire naviguer les gardiens dans différents univers, à chaque fois chaotiques, pour finalement qu'ils arrivent dans l'univers du Magus, où il a pris possession de tout l'univers. Et là, ils vont être secourus par Kang le Conquérant, qui leur informe que malheureusement, le Magus prend possession de chaque univers, et du coup, il va avoir besoin, d'ailleurs, il leur redonne leur forme normale. Du coup, il va avoir besoin de leur aide, vu que ce sont des anomalies temporelles, pour retourner dans le passé et empêcher que le Magus voie le jour, grâce à l'aide d'un cube cosmique qui leur transmet. Et ensuite, Kang les renvoie dans le passé pour qu'ils puissent empêcher l'événement qui a fait venir le Magus. Car Warlock, pour refermer la brèche quantique des autres univers, a été très affaibli. Et Philavel, pour pouvoir sauver Dragon Lune, a fait un marché avec le néant. Et le marché qu'il a fait, c'était de tuer Warlock, qui est l'avatar de la vie, afin que le Magus, de son mauvais côté, puisse prendre le dessus. Donc du coup, ils arrivent, ils essayent d'empêcher l'événement, mais le Magus leur informe qu'en fait, Warlock, qui pensait être Warlock, n'était pas Warlock. Ouais, je sais, ça ne veut rien dire grand-chose, mais en fait, ça faisait des mois que le Magus avait pris possession déjà du corps de Warlock. C'est simplement qu'il avait gardé sa forme à peau normale jaune. Il se faisait passer pour Adam, mais en fait, ça a toujours été le Magus depuis plusieurs mois, quoi. Ce qui explique un peu le comportement de Warlock, que j'ai plus l'habitude de connaître, et donc je le trouve un peu bizarre. Puis du coup, pour moi, en tout cas, ça explique quelque peu son comportement un peu différent. Du coup, un combat éclate, mais ils finissent quand même par vaincre grâce au cube cosmique Warlock en le tuant. Et du coup, ensuite, ils retournent à nulle part, où ils ont fini leur mission. Et c'est sur cette histoire que se termine cet album. Et puis comme avec les intégrales, à la fin, on a le droit au four des différents numéros présents dans cet album. Et souvent aussi avec les Marvel de luxe, ils nous montrent les albums à avoir lu avant ou après, qui sont un peu reliés à cette histoire. Alors personnellement, j'ai tout aussi bien aimé ce deuxième volume que le premier, riche en aventure et en action. Et je ne peux que vous le recommander si vous aimez bien les Gardiens de la Galaxie. Je trouvais que c'était vraiment une bonne histoire. Après, je viens vous présenter l'histoire, donc à vous de vous faire votre propre idée. Voilà. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à mettre un petit commentaire, à la partager et abonne-toi pour plus de présentations.